Ici, les médias. Cette chaîne-là dit la vérité. C'est une chaîne d'investigation. Ici, les médias. Internet, c'est quelque chose vraiment de très bien. Donc, en tant que professionnel des médias, je déplore. C'est l'histoire d'un journaliste. Et les gens de la presse écrite. Ici, Les médias. les médias. Avec Aimé Désiré Adoré. Mesdames, Messieurs, c'est bien d'être avec vous aujourd'hui. Vous faites quelque chose de véritablement merveilleux. Vous êtes à l'écoute de la radio. Ici, les médias. Voici le sommaire. Ici, les médias. Kenya, les partis politiques vont désormais payer pour la diffusion de leurs émissions en période électorale. Au Kenya, le gouvernement vient d'adopter une nouvelle réglementation applicable aux médias audiovisuels. En période électorale, les partis politiques vont désormais payer pour la diffusion de leurs émissions. Philomène Dussi est à Douala. Elle va nous l'expliquer. Bonjour Aimé Désiré. L'Afrique passe devant l'Amérique dans le respect de la liberté de presse. La liberté de la presse est globalement dégradée dans le monde en 2015, comparativement à l'année 2016. Cette dégradation a profité à l'ensemble de l'Afrique qui passe ainsi devant le continent américain. Karine Mambou, bonjour. Aimé Désiré, bonjour. Il fallait en parler. Et il fallait parler de Patrice Toniou Fodé, cet inventeur béninois qui a conçu une centrale pluvio-électrique. Toujours fidèle, Roland Diakou est en ligne. Il va vous l'expliquer. Bonjour Roland. Bonjour Aimé Désiré, bonjour tout le monde. Togo, avec le lancement de son portail pays, l'administration togolaise entame sa transition vers le digital. Démarrée en 2013, la construction de l'écosystème digital de la République togolaise est arrivée à la dernière phase avec le lancement progressif d'un portail web regroupant tous les sites web de l'administration publique togolaise. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un script? En quoi consiste le métier de script? Dans les métiers de la communication, vous aurez les explications de Cédric Tachago. Cédric Tachago, sentez-vous saluer. Je me sens salué, Aimé Désiré. Bonjour à vous ainsi qu'à tous les auditeurs. Bonjour Aimé Désiré. Bonjour Mendy. Passionné des médias, c'est ici les médias. Kenya, les partis politiques vont désormais payer pour la diffusion de leurs émissions en période électorale. Au Kenya, le gouvernement vient d'adopter une nouvelle réglementation applicable aux médias audiovisuels. En période électorale, les partis politiques vont désormais payer pour diffuser leurs émissions. Philomène Dussi. Ici, les médias. Aimé Désiré, les chaînes de télévision et les chaînes de radio kenyanes ne sont plus d'ailleurs autorisées à diffuser ces contenus comme de l'information. Il faudra clairement indiquer qu'il s'agit de la publicité avec des indicatifs au début et à la fin de tout élément diffusé. Les nouvelles prescriptions réglementaires ont été expliquées par Joe Mucheru, secrétaire de cabinet du ministre de l'Information, des Communications et de la Technologie, qui était accompagné par le directeur général de l'autorité de la communication du Kenya, Francis Wanguzi. Joe Mucheru et Francis Wanguzi ont expliqué que la nouvelle réglementation va permettre à tous les partis politiques et aux candidats à l'élection présidentielle de bénéficier d'une couverture médiatique équitable et des mêmes chances. Toutefois, il y a des risques que ce ne soit pas le cas car tout le monde ne dispose pas des mêmes ressources financières pour accéder aux médias. Le nouveau règlement a davantage pour effet d'obliger les médias à plus d'impartialité en période électorale. D'ailleurs, l'employé d'une entreprise de presse qui veut être candidat à une fonction élective de l'État doit d'abord démissionner pendant la période électorale. Ici, les médias. Philomène Dussi à Douala au Cameroun. Pour mieux apprendre cette nouvelle pratique au Kenya, nous avons en ligne Ismaël Karim. Ismaël, bonjour. Bonjour Aimé Désiré, bonjour à tous auditeurs d'ici les médias et bienvenue en France. Considérer le passage à l'antenne des candidats comme une publicité n'est-il pas réducteur dans la mesure où les potentiels présidents de la République seront considérés comme des simples produits commerciaux et traités comme tels? C'est vrai, Adoré, que les leaders politiques sont un petit peu considérés comme des produits chez nous en Afrique parce qu'ils se vantent, ils sont pas différents donc d'un produit marketing puisqu'ils vantent un petit peu leur parti politique, ils se vantent, ils essaient donc de se vendre afin d'être élus. Du moins par des projets qui puissent donc contribuer donc à l'avancement de la société et même parfois à des projets qu'ils ne peuvent pas réaliser mais ils essaient de faire pour donc se hisser au sommet donc du siège. Donc une fois au siège du sommet, ils sont donc appelés à gérer le peuple
C'est dommage quand même que pour le cas du Kenya, on arrive tout de même à dire qu'ils devraient tout de même payer leur tranche horaire parce que bon là ça dépend également des pays. Je prends dans le cas du Cameroun, les cas des pays comme le Cameroun où généralement le parti au pouvoir essaie donc de glaner tout le temps, c'est-à-dire que le temps n'est pas le même temps qui est donné donc à tous les partis politiques et même il y a certains partis qui sont donc favorisés, qui peuvent tenir leurs manifestations donc dans les locaux de certaines structures administratives, alors que c'est pas le cas pour tous. Il y a des partis qui ont droit donc à la mobilisation, alors que d'autres n'ont pas le droit à la mobilisation. Ouais. Donc en fait, c'est un petit peu ça qui crée donc un déséquilibre entre ces partis politiques. Mais normalement, s'il faut le dire, selon les règles de l'art, chaque pays devrait faire de telle sorte que les passages à la radio, à la télé puissent être un peu plus équitables pour tous les partis politiques qui sont donc appelés donc à se représenter à l'Assemblée nationale et même qui sont donc appelés à diriger le pays demain, c'est-à-dire qu'ils ne devraient pas avoir quand même des faveurs en quelque sorte. Mais bon, voilà, le cas du Kenya, c'est un petit peu du franc, mais donc cela permettrait en fait que aujourd'hui le timing donc puisse être un petit peu relatif à ce qu'on aura déboursé pour pouvoir transmettre un message politique. Donc ça devient un peu plus compliqué parce que si vous avez beaucoup d'argent, on vous accorde 2 heures. Si vous avez moins d'argent, on vous accorde 1 heure peut-être pour véhiculer un certain nombre de messages. Donc ce serait donc le timing serait donc relatif à l'expression donc du volume de votre porte-monnaie. Ça devient un peu plus décevant. Puisque désormais le candidat le plus offrant peut s'acheter toutes les plages publicitaires pour sa campagne, que pensez-vous de l'équilibre chronométrique tant prôné par les dirigeants? Cet équilibre qui voudrait que pendant la campagne électorale, le temps accordé aux candidats soit proportionnel, ne serait-ce que dans les médias publics. Et me désirer, parlant donc de l'équilibre chronologique tamponné par les dirigeants africains, et vous savez quand même que voilà, pour ces dirigeants, ça dépend de tout un chacun. Tout flatteur, comme on dit parfois, tout flatteur vit au dépend de tous ceux qui l'écoutent. Donc en fait, pour l'heure, je veux dire, cet équilibre n'entend que ceux qui y croient. Et donc en fait, et après, allez donc voir ce qui se passe. Donc je disais encore, je prenais également dans ma précédente question le cas du Cameroun où généralement le parti au pouvoir glane un petit peu la majeure partie des temps et puis le reste un peu plus reparti entre les concurrents. Donc évidemment, l'équilibre n'est toujours pas pareil, l'équilibre n'est forcément pas pareil, n'est pas toujours pas équitable. Donc c'est à tête chercheuse à cette fois. L'équilibre, ça dépend également des personnes qui aujourd'hui semblent croire également que cet équilibre est vraiment mis sur pied et qui ont encore la pratique effectivement. Donc je pense que il est clair et je suis un petit peu d'accord que l'on puisse plus donc mettre les paroles des dirigeants africains comme des paroles d'évangile où il faut forcément écouter et dire amen. Donc en fait ça dépend de quand ça les chante, ils mettent en pratique, quand ça les arrange pas, ils mettent pas en pratique. Donc c'est l'équilibre à tête chercheuse. Merci Ismaël Karim. C'était Ismaël Karim, notre correspondant à Paris, c'est en France. Payer pour faire passer une émission de campagne électorale peut signifier un air de liberté pour les médias. D'ailleurs, le respect de la liberté de presse est devenu un atout pour l'Afrique. L'Afrique passe devant l'Amérique dans le respect de la liberté de presse. La liberté de la presse est globalement dégradée dans le monde en 2015, comparativement à l'année 2016. Cette dégradation a profité à l'ensemble de l'Afrique qui passe devant le continent américain. Vous nous dites, Karine, que le plus important recul est en Amérique. Ici, les médias. Oui, Aimé Désiré, le plus important recul est enregistré en Amérique. Au nord, au sud, comme au centre, l'essentiel des pays ont perdu des places dans le classement de Reporters sans frontières. Les États-Unis reculent de 8 rangs et le Canada perd 10 places. Toutefois, le continent africain et le Moyen-Orient demeurent les régions du monde où les journalistes sont les plus soumis à des contraintes de toutes sortes, rappelle Reporters sans frontières dans son rapport 2016 de la liberté de la presse. L'Afrique est une région d'amplitude. La Namibie pointe au 17e rang mondial et tutoie les meilleurs pays d'Europe, mais en même temps, le dernier pays sur les 180 classés est africain. Il s'agit de l'hériter, a commenté Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières, au micro de nos confrères de la BBC.
Il fait remarquer que l'Afrique est une région relativement stable en matière de respect de la liberté de la presse. Pourtant, des régressions ont été enregistrées au Burundi, moins 11 places où les médias ont carrément fermé à cause de la crise politique et de la contestation du pouvoir du président Pierre Nkurunziza. La guerre au Soudan du Sud a fait perdre 15 places au pays. Par contre, la Tunisie, qui avait plongé dans le classement en 2014, a fait une remontée de 30 places. Une performance due à la stabilisation politique du pays, malgré la loi antiterrorisme qui fait craindre pour la presse. Les 10 meilleurs pays africains en matière de liberté de la presse sont donc désormais aimés désirés. En premier, la Namibie, en deuxième, le Ghana, troisième, Cap-Vert, quatrième Afrique du Sud, cinquième Burkina Faso, sixième Botswana, septième Mauritanie, huitième Comores, neuvième Niger et dixième Madagascar. Karine Mambou depuis Johannesburg pour ici les médias. Ici, les médias. Pour comprendre les enjeux d'un tel progrès pour le continent africain, nous avons en ligne Olivier Nkayu de Strasbourg et Cédric Tachago de Douala au Cameroun. On va commencer par vous, Olivier. Si on se fie à ce classement de Reporters sans frontières, c'est une grande première que le continent qui tout le temps est présenté par certains médias comme étant le centre névralgique des libertés bafouées soit mieux classé que l'Amérique. Et y a-t-il de quoi se réjouir, Oliver? Très drôle, Oliver. Cela dit, ça sonne vraiment pas mal. En ce qui concerne ce classement de Reporters sans frontières, il y a juste un certain nombre de questions à se poser et des conclusions, voire des leçons à en tirer. Ouais. On ne va pas se mentir que l'Afrique a connu sa période noire en termes de liberté de la presse, notamment avant l'avènement de la démocratie et juste après, car avec le système de parti unique et parti-État, beaucoup de dirigeants africains supportaient mal d'être critiqués et pris à partie par la presse. Mais depuis quelques années, cela a bien changé et avec la vulgarisation d'Internet, des réseaux sociaux et la présence de bon nombre de télévisions africaines sur satellite, les choses ont vraiment bien changé. On observe des Africains, des leaders d'opinion et notamment des journalistes qui s'expriment librement sur les affaires des États, même si ici et là, comme ailleurs d'ailleurs, quelques dérives sont encore à relever. Ouais. Mais ce que cette ouverture au monde nous enseigne aussi, c'est que l'herbe n'est pas toujours verte ailleurs. Ainsi, des entraves à la liberté de la presse sont très souvent relevées dans les pays dits démocratiques. Les réseaux sociaux nous permettent de constater que beaucoup de journalistes sont encore inquiétés sur des révélations qu'ils peuvent faire sur les dirigeants en place et les multinationales. Ce qui n'est plus tellement le cas en Afrique quand on voit avec quelle virulence les uns et les autres s'expriment sur le continent africain. Je vous ferai quand même remarquer que très régulièrement, les médias ou les journalistes inquiétés en Afrique sont ceux qui s'attaquent aux intérêts occidentaux. Allez voir et comprendre pourquoi. La crédibilité même de Reporters sans frontières peut être aussi mise en cause quand on sait que cette ONG n'a Dieu que pour l'Afrique et presque pas pour l'Occident. D'ailleurs, son ancien président, Robert Ménard, aujourd'hui maire de Béziers en France, qui est d'extrême droite, s'illustre par sa politique répressive, notamment envers les étrangers. Olivier, la liberté de la presse, on en parle. Récemment, la presse a fait l'objet d'un musellement inédit, notamment au Congo et au Tchad, où la communication avait été coupée 2 jours, peut-être même plus, pendant les élections. Que pensez-vous de cette méthode sassou-nguessoïque? Permettez-moi le terme, s'il vous plaît. En ce qui concerne le cas observé notamment au Congo où les communications ont été coupées pendant la période de l'élection présidentielle, que vous appelez ici méthode sassou-nguessoïque, il me semble que le gouvernement Nguesso a fourni une explication à cela. Celle-ci étant que les autorités congolaises craignaient une manipulation et une forte désinformation à travers les réseaux sociaux notamment. Pour bien comprendre cette démarche, il faut bien connaître le Congo. Bien qu'ils ne soient pas très nombreux, 4 millions d'habitants seulement, les Congolais sont extrêmement divisés. Rien qu'à Brazzaville, on observe une grande division entre le nord de Brazzaville, pro-Sassou, et le sud, considéré comme fief de l'opposition. Il faut aussi observer que les Congolais sont très actifs sur les réseaux sociaux, où toutes les informations et rumeurs, vraies ou fausses, sont bonnes à relayer tant qu'elles desservent le président en place. J'imagine que c'est fort de tous ces éléments que le président Sassou a dû prendre cette mesure qui, je dois l'avouer, est d'un autre temps et indigne d'une démocratie où tous les avis et opinions sont à prendre en compte. D'ailleurs, cette restriction n'a pas changé grand-chose.
car on a quand même vu certaines pages Facebook relayer des informations toujours pas vraies, avec des illustrations et des images n'ayant rien à voir avec le contexte congolais. Plus qu'un musellement de la presse, cette coupure de communication au Congo relève une chose. Au nom de la paix, de l'équilibre et de la cohésion sociale, il est tout à fait légalement possible d'avoir recours à la privation de certaines libertés. Ouais, pourquoi pas. Cédric, souhaiterez-vous réagir sur les propos d'Olivier, ou du moins, qu'est-ce que vous pensez de cette méthode initiée par Sassou Nguesso? Eh bien, Aimé Désiré, à la suite d'Olivier, qui à mon avis a bien établi les causes de cette suspension des moyens de communication en période électorale, je voudrais juste pousser un peu la réflexion et constater avec vous que les conséquences de ce type de décision sont généralement néfastes, ce qui est à déplorer quand on sait qu'Internet et ces nouveaux modes de communication deviennent aujourd'hui des outils indispensables et plusieurs personnes ne peuvent plus s'en passer vu que cela représente des outils de travail. Imaginons juste un cas de figure où la rédaction d'un journal ne peut plus servir avec célérité l'info à ses lecteurs parce que c'est vrai de moyens de communication. Eh bien, au XXIe siècle, ça craint. Cela est avéré, les périodes électorales représentent toujours des moyens de grande tension. Et pour maintenir la paix, la cohésion sociale et éviter que la situation dégénère, il est nécessaire que des mesures d'encadrement soient mises sur pied. Mais des mesures comme celles prises au Congo et au Tchad, même si elles sont justifiées, ne seront pas vues d'un bon œil et de nombreuses personnes assimileront toujours cela à de la censure, à du musellement pour emprunter à votre expression. Ainsi, on continuera à tort ou à raison de taxer les pays africains comme des pays où les libertés demeurent précaires. Voilà. S'il y a quelqu'un qui aurait voulu avoir des idées aussi ingénieuses pour trouver les financements de son projet, il s'agit bien de Patrice Tony Fodé. Il fallait en parler. Il fallait en parler. Et il fallait parler de Patrice Tony Fodé, cet inventeur béninois qui a conçu une centrale pulvéo-électrique. Toujours fidèle, Roland Diakou vous l'explique, il est avec nous. Ici, les médias. Salut Aimé Désiré, salut à tous les auditeurs de Record FM, salut à nos éditeurs fidèles de cette émission Ici, les médias, et surtout pour ceux qui aiment bien la rubrique, fallait en parler justement, et je suis là pour vous parler d'un autre inventeur, d'une autre tête pensante. Il s'agit de Patrice Tony Fodé, qui est un inventeur de nationalité béninoise, installé depuis 1990 en France. Il est professeur et ingénieur de génie mécanique, mais aussi inventeur d'une centrale pluvio-électrique qu'il appelle Centratog, qui permet de produire de l'électricité à partir des eaux de pluie. Patrice Tony Fodé affirme que son dispositif peut stocker l'électricité en recueillant les eaux de pluie et qu'il fonctionne en continu, ce qui repose le débat sur la conservation de l'énergie. Alors, c'est en se rendant en 2001 au Bénin pour les funérailles de son père que Patrice Tony Fodé, notre inventeur, est frappé par les nombreuses coupures de courant, communément appelées délestages, dont était victime son pays. De retour au Bénin en 2008, il constate que ces délestages sont toujours aussi nombreux. C'est en partant de ce constat que Patrice décide alors de concevoir un système alternatif de production électrique au Bénin. En 2009, il fait breveter son invention auprès de l'Office européen des brevets, abrégé OEB. Alors, la centrale pluvio-électrique a un principe de fonctionnement relativement simple, mais efficace, très efficace. Les eaux de pluie doivent être stockées à une hauteur supérieure à 10 mètres. Cette hauteur permet aux eaux de pluie d'acquérir une certaine vitesse qui va actionner un alternateur en aval via une turbine qui produit de l'électricité et de l'eau potable. En somme, le dispositif est composé d'un lac artificiel générateur en amont et d'un lac artificiel récupérateur en aval, d'une turbine, d'un alternateur et d'une pompe pour le circuit fermé. La centrale pluvio-électrique permettra aussi de lutter contre certains types d'inondations grâce à une citerne d'eau installée sur le toit de maison qui recueille les eaux de pluie, limitant ainsi leur pénétration dans le sol. Ces eaux de récupération permettent ensuite de produire du courant électrique. La centrale pluvio-électrique de notre inventeur a été essentiellement construite avec des matériaux de récupération, poulies de mobilette, dents, pédales, pignons et bien d'autres. Un seul prototype de la centrale est disponible pour l'instant et a été entièrement, retenez bien, entièrement financé par son inventeur qui déplore un manque de soutien des institutions locales au Bénin.
La centrale pluvioélectrique peut être installée dans les centres urbains et ruraux et constituer une solution alternative idéale pour les agriculteurs, les industriels, les foyers et bien d'autres. Alors, vous vous rendez compte que c'est une invention, une énième invention d'un Africain qui est toujours resté sans vulgarisation, tout simplement parce qu'il y a un problème de soutien financier. C'est le mal que peuvent connaître tous les inventeurs et toutes les têtes pensantes du continent africain qui vivent sur le continent et à l'extérieur du continent. Ils ont des idées qui peuvent profiter à la population, mais ne peuvent pas justement vulgariser ou encore valoriser leur savoir-faire, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de moyens financiers. Ce sont des créations qui peuvent être industrialisées, permettre à ce que l'Afrique puisse sortir un peu de ses difficultés d'une manière ou d'une autre, parce que avoir une centrale, avoir Centratog à la maison, c'est avoir un peu une solution à des coupures intempestives de courant électrique, parce qu'on sait bien qu'à un moment donné, dans certains pays de la sous-région, quand nous sommes en saison sèche, il y a souvent des coupures d'électricité. Mais voilà, Centratog qui vient solutionner un peu le problème, mais ne peut pas profiter à des familles ou encore à des industries, tout simplement parce que les moyens de notre inventeur Patrice Tony Fodé, ces moyens sont vraiment limités. Alors, on ne peut que décrier cette situation, valoriser l'invention de notre inventeur, demander à ce que les forces vives de la nation ou encore des bailleurs de fonds puissent se tourner vers ça, de ne plus financer les bouteilles de champagne qui coûtent des millions du côté de l'Europe, tout simplement parce qu'on veut se donner une partie de plaisir, mais mettre ces millions au profit de la population. Donc, c'est notre moyen pour nous de soutenir ces inventeurs, et on le fait chaque semaine dans votre émission Ici les médias, et surtout que je me charge de vous parler de ce qu'il fallait en parler. Ici, les médias. Merci Roland Diakou. Roland Diakou à Libreville au Gabon, notre correspondant. De l'eau de pluie pour produire de l'énergie électrique, voilà le genre d'informations qui méritent d'être publiées sur les sites gouvernementaux. Togo. Avec le lancement de son portail pays, l'administration togolaise entame sa transition vers le digital. Démarrée en 2013, la construction de l'écosystème digital de la République togolaise est arrivée à la dernière phase avec le lancement progressif d'un portail web regroupant tous les sites internet des administrations publiques au Togo. Philomène Duissy. Ici, les médias. Ce que vous venez d'entendre, Aimé Désiré, n'est pas un parasite, c'est le son que produit mon clavier au moment où je saisis en ligne l'adresse www.togo.gouv.tg. Il s'agit de l'adresse du tout nouveau portail web togolais. Comme vous l'avez annoncé, il regroupe l'ensemble des sites web des principales institutions de la République togolaise, à savoir les sites de la présidence de la République, de la primature et des ministères. Cela fait environ 30 secondes que j'observe la page d'accueil de ce portail web, décoré par de belles images du patrimoine touristique togolais. Il faut pourtant noter que la création de ce portail n'est qu'une première étape de la mission assignée par le chef de l'État, Faure Gnassingbé, au ministère de la Communication et de l'Économie numérique. Cette mission vise en effet à mettre en place une plateforme complète de e-administration. Dans un premier temps, ce processus permettra aux citoyens d'obtenir des réponses rapides à leurs demandes telles les informations nécessaires pour l'obtention des documents administratifs les plus courants. On peut citer les actes d'état civil, les documents d'identité et de voyage, les actes de propriété, etc. Le gouvernement espère parvenir à terme à une dématérialisation complète des procédures avec l'accomplissement direct des formalités administratives en ligne. Ce sera alors la fin des longues files d'attente aux multiples guichets de l'administration. L'objectif consiste également à mieux informer les citoyens et à leur garantir une meilleure transparence dans la gestion des affaires publiques. D'autre part, le journal officiel de la République togolaise sera mis en ligne avec l'ensemble des textes législatifs et réglementaires régulièrement mises à jour. D'autre part, les données publiques telles que le budget de l'État, les statistiques officielles, les résultats électoraux ou encore les effectifs de la fonction publique seront publiés. Enfin, un troisième volet de ce développement de l'e-administration au Togo concernera la promotion du Togo à l'international, notamment ses opportunités d'investissement, l'attractivité de son cadre législatif et naturellement ses produits touristiques. Ici, les médias.
médias. C'était Philomène Dussi à Douala, au Cameroun. Olivier Nkayu est resté en ligne avec nous. Olivier, nous parlions ici il y a quelque temps, rappelez-vous, du cas du Gabon qui confiait sa communication digitale à un cabinet français. Aujourd'hui, c'est le Togo qui confie l'ensemble de sa communication à son ministère de la Communication et de l'économie numérique. Alors, que gagnerait le Togo à faire exécuter cette mission par un cabinet africain ? Avant toute chose, je voudrais préciser ici, Aimé Désiré, qu'à titre personnel, je suis très ravi par cette idée d'écosystème digital de la République du Togo. Maintenant, pour revenir à votre question, c'est vrai qu'à défaut d'un ministère en charge du numérique, il est tout à fait normal que le ministère de la Communication et de l'économie numérique soit en charge de ce projet, car comme son nom l'indique, c'est à travers lui que communique le gouvernement, donc l'État. Vu le caractère souverain de la communication gouvernementale et de l'administration, seule une institution étatique est à même de pouvoir porter la voix de l'État. Vous remarquerez ici qu'il ne s'agit pas de confier un domaine aussi sensible à une start-up, fût-elle européenne ou africaine, mais bien de le confier à une institution bien représentative de l'État, car il s'agit entre autres, de faciliter l'accès aux informations relatives aux démarches administratives. Il s'agira aussi de permettre aux Togolais de suivre au jour le jour l'évolution de leur administration. Il sera également question de la promotion du Togo à l'international, car Internet, on ne le dira jamais assez, est une vitrine sur le monde. Et ne serait-ce que sur ce dernier point, il n'est absolument pas question de confier un tel domaine à un cabinet qui ne soit pas togolais. Reste maintenant que l'État togolais mette les moyens qui vont avec une telle démarche, car cela nécessite des moyens humains, techniques et matériels importants. Les informations et les formulaires devant toujours être à jour. D'accord. Olivier Nkayu à Strasbourg, c'est en France. Pour une meilleure visibilité du Togo sur le net, les producteurs auront certainement besoin d'un script. Qu'est-ce qu'un script? En quoi consiste le métier des scripts dans les métiers de la communication? Voici les explications de Cédric Tachago. Les métiers de la communication. En télévision, la script assiste un réalisateur à la préparation et à la réalisation d'une émission, notamment lors des journaux télévisés, des plateaux de télévision en direct ou enregistrés et lors des fictions et magazines d'information. Il est important de souligner que c'est une profession essentiellement féminine. Avec le réalisateur ou le chef d'édition, la script établit le conducteur d'une émission. Précision, ce document est un canevas constitué des grandes parties prévues pour chaque émission. Pour le JT, cela désigne la succession des sujets arrêtés en conférence de rédaction, leur thème, le nom des journalistes qui en sont responsables, le nom du monteur et la durée approximative des sujets. Lors de la diffusion en direct, elle assiste le réalisateur pour donner toutes les instructions aux différents techniciens afin d'assurer le bon déroulement de l'émission. Elle est en quelque sorte le troisième œil du réalisateur car elle permet à ces derniers de se concentrer sur la bonne réalisation de l'émission. Au fur et à mesure de son élaboration, la script enrichit le conducteur de nombreuses précisions qui lui permettront de donner des indications à l'équipe de production au moment de la diffusion. Exemple, les sous-titres à placer à un moment précis, un changement d'axe pour une caméra ou encore l'attitude des présentateurs. Dans l'exercice de ses fonctions, elle a un rôle de coordination et d'anticipation. Dans ce sens, elle veille chronomètre à la main au respect des temps prévus dans le conducteur de l'émission. Dans le domaine du cinéma, elle veille à la continuité et à la cohérence de l'œuvre cinématographique. Dans son rôle d'auxiliaire du réalisateur et du directeur de production, elle note tout et établit 4 rapports journaliers sur le travail artistique et technique exécuté sur le plateau. Il s'agit entre autres du rapport de montage qui décrit chaque prise de vue et le jeu des acteurs, le rapport image destiné au laboratoire pour le développement et le tirage des photos, le rapport journalier appelé Mouchard indiquant dans la chronologie tout ce qui s'est passé dans la journée et enfin le rapport destiné à la production qui rend compte de l'avancement du tournage et des problèmes rencontrés. Son outil principal est le scénario dans lequel tout est déjà détaillé. La script travaille en équipe. Elle est de ce fait en relation avec le réalo, le chef d'édition, les journalistes, les documentalistes, les monteurs, les cadreurs, les techniciens du son, le régisseur plateau ainsi qu'avec le chargé de production.
production. Ce métier demande avant tout un sens aigu de l'observation, mais aussi de la rigueur, de la vivacité et de la méthode. Il faut savoir comprendre à demi-mot et ne jamais s'énerver. Avec la pression du direct et les aléas de la production, la script est amenée à travailler dans des situations de stress. Si certaines se feraient une voix grâce à une formation sur le tas, il est toujours conseillé de passer par une école spécialisée pour acquérir des bases solides. Ainsi, les métiers de la communication étant divers et variés, à vous, mesdames, de tracer votre chemin. Les mécoms. Maintenant que vous savez à quoi vous en tenir pour devenir script, vous pouvez prendre la décision qui s'impose pour une meilleure intégration dans le monde de la communication. Mesdames, Messieurs, vous avez fait quelque chose de merveilleux. Vous avez écouté cette autre édition d'Ici les médias. L'équipe au grand complet, Mendy Biancadi, Roland Diaco à Libreville au Gabon, Philomène Ducis, Cédric Tachago à Douala au Cameroun, Olivier NKU à Strasbourg, c'est en France, Ismaël Karim à Paris, c'est en France, et Karine Mambou à Johannesburg, c'est en Afrique du Sud. Je suis aimé, désiré, adoré, passionné des médias. C'était Ici les médias.